il se trouve que quand on sélectionne ces fameux paramètres de risque, on doit toujours considérer le pire des assets, quoi. On n'est pas en mesure d'optimiser tout, on doit faire des compromis parce qu'on fait plein de choses en même temps. Et ça, c'est fort, et c'est la grosse force d'AAV, c'est la liquidité. Et nous, on pense que ce modèle a ses limites en termes, donc, je disais, d'efficacité. Ça n'a jamais été pour nous l'objectif final Morpho Optimizer. C'était juste une first step très précise. Paul Frambaud, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, de te recevoir une nouvelle fois, de te retrouver. On est très content de te revoir sur GAC. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement la première interview, tu es le CEO et cofondateur de Morpho, qui est une plateforme de DeFi qui vient optimiser les rendements les taux d'intérêt de prêts et d'emprunts en venant se supporter sur des mastodontes comme AAV et Compound, si je me trompe pas. Il y a 1 an, jour pour jour, vous annonciez une des plus grosses levées de l'écosystème, voire peut-être, en tout cas dans les derniers mois, c'était une des plus grosses, 18 millions avec A16Z. J'aimerais juste commencer notre discussion sur un retour en arrière, une perspective sur ces 12 derniers mois, les grosses milestones que vous avez achieved durant cette période et ce que vous pensiez accomplir que vous n'avez pas accompli. Voilà. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ouais, donc en effet, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a annoncé notre levée de fonds. Donc première chose, c'est quand le protocole a été déployé. Donc Morpho Optimizer, qui est la première version du protocole, a été déployé il y a 12 mois maintenant. Donc d'abord sur le protocole Compound, qui est un protocole de lending que Morpho est venu optimiser, puis le protocole AAV, V2, V3. Et donc, en 12 mois, le protocole a connu un assez franc succès. Donc, quand on s'était parlé, je crois qu'on devait être aux alentours peut-être de 300 millions de dollars de déposés. Aujourd'hui, on avoisine quasiment le milliard. Et donc, c'est des sommes qui sont conséquentes. Pour un protocole de lending, c'était, il me semble, la plus grosse croissance pour un protocole de DeFi sur la dernière année. Parmi, dans le top 100 des DeFi protocoles. Et donc ça, déjà, en soi, c'était un achievement. C'était un peu l'objectif qu'on s'était donné avec cette version, Morpho Optimizer. Donc c'est un protocole qui est construit sur les autres protocoles. Donc forcément, il n'est pas capable de grossir au-delà des protocoles sous-jacents. Mais on s'était dit, avec cette version, si on arrive à atteindre l'ordre du milliard après 1 an, on sera satisfait. Pleine dégringolade en plus. En pleine dégringolade, c'est vrai que c'est au moment où toute la DeFi est un peu Il se passe plus grand chose en DeFi. Il se passe plus grand chose, c'est pas vrai, mais c'est relativement calme par rapport au DeFi Summer qu'on a eu il y a 2 ans. Quoi. Non, c'est clair. Et je pense que même de manière générale, je trouve qu'il se passe pas grand chose en DeFi. C'est vrai, c'est tellement éprouvant de construire dans cet écosystème risqué pour les founders en termes de hacks qu'il y a dans la DeFi et compagnie, et les cycles de développement sont tellement lents pour arriver à construire un protocole DeFi que en fait l'innovation elle est pas aussi excitante. On se rend compte que quand on va trop vite, on fait n'importe quoi et on se fait hacker. Donc du coup, le développement d'un protocole, ça peut prendre 1 an, 2 ans. On a vu Uniswap qui sortent leur V4 après 2 ans et demi de développement. Alors que le protocole a fondamentalement pas tant changé que ça. Alors il y a plein de trucs de nouveau, mais donc voilà. Donc, c'est pas c'était un achievement en soi, ça, cette liquidité du coup sur Morpho, c'était vraiment quelque chose que vous vouliez atteindre vite. Pourquoi ? Parce que au final, vous étiez un optimizer. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de cette liquidité ? C'était plus vous dans les fonctionnalités, dans le fonctionnement du protocole. Par exemple, un Uni ou un Curve, s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas ce milliard, littéralement, l'appli ne sert à rien, quoi. Vous, pas forcément. Ou peut-être que je me trompe. Non. Il y a un petit peu d'intérêt à avoir de la liquidité. C'est-à-dire que le job de Morpho dans l'état actuel, c'est de matcher les utilisateurs les uns avec les autres en pair à pair. Donc, pour avoir des emprunteurs, il faut qu'il y ait des prêteurs. Et vice-versa. Donc, si on ne trouve pas de contrepartie, il se trouve qu'on se retrouve sur le protocole sous-jacent, mais s'il y a une contrepartie, on est matché. Donc, on a intérêt à ce qu'il y ait plein de gens sur la plateforme pour faciliter ce matching. Donc oui, c'était un objectif en soi. Maintenant, le protocole Morpho ne fait pas de bénéfices là-dessus, il n'y a aucun frais, c'est de l'ordre du public good, quoi. Il y a pas on n'a pas d'intérêt financier du tout dans le protocole. Mais c'était une manière pour nous de go-to-market, quoi. C'est-à-dire de montrer aux gens que Morpho Labs, la société du coup dont je suis le président, de montrer qu'on comprenait bien les enjeux du DeFi lending et qu'on était capable de faire un protocole qui est en l'occurrence meilleur que l'existant
et de faire un peu notre place dans la DeFi, quoi, et de signaler à tout le monde qu'on savait de quoi on parlait. Mais ça n'a jamais été, on pourra en reparler pendant le podcast, mais ça n'a jamais été pour nous l'objectif final, Morpho Optimizer. C'était juste une first step très précise, disons dans un plan plus vaste, quoi. Et d'ailleurs, le nom Morpho vient de là. C'est-à-dire que Morpho, c'est un papillon bleu, et ça suit l'évolution du papillon, à savoir on commence comme une chenille un peu qui vit dans la pomme, quoi, mais qui à un moment prend son indépendance. Et on pense que ce jour arrive bientôt, quoi, parce qu'on atteint les limites du modèle actuel, et que si on veut aujourd'hui supporter... voilà, la DeFi, c'est quelques dizaines de milliards de dollars. Ne serait-ce que le prêt à l'emprunt surcollatéralisé en finance traditionnelle, c'est des trilliards tous les jours de volume. Et on est nowhere close avec les primitives actuelles d'atteindre ce volume. Nous, c'est notre objectif. On ne se bat pas pour la DeFi, on se bat pour remplacer la finance traditionnelle. La finance tout court. Et en faire quelque chose de plus open, de plus efficace et de plus transparent. De plus résilient, pardon. Mettons les pieds directement dans le plat. Tu as écrit 2 articles que je me suis empressé de lire ces derniers jours pour préparer le podcast. Et de ce que je comprends, c'est que Morpho s'appuyait du coup sur Aave et Compound ces derniers mois, en tout cas depuis 1 an, comme optimizer. Pendant notre dernière discussion, Aave était plutôt décrit comme un partenaire. De ce que je voyais là, ça allait devenir de plus en plus un concurrent. Alors, il y a un peu de vrai. C'est-à-dire qu'en gros, vous visez la première place et dire en fait, au final, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer toute la verticale de valeur et se dire qu'on pourrait éventuellement peut-être faire mieux qu'Aave sur cette protocole de base. Maintenant, c'est, comme on dit, quand tu vises le roi, mieux vaut pas le louper, quoi. Oui, c'est un peu ça dans l'idée. Donc, au début, on s'est construit sur Aave et Compound parce que voilà, on voyait des défauts dans le protocole, optimisation de taux d'intérêt, etc., etc. Et en fait, ça fait 2 ans maintenant que moi, à titre perso, je travaille sur Aave et Compound. Et aujourd'hui, on est leur plus gros utilisateur, mais on est aussi le 3e plus gros protocole de lending après Aave et Compound. Donc, c'est un peu cette relation ambivalente, quoi, qui est hyper intéressante, où Morpho est présenté comme un lending protocol, mais d'un autre côté, il est au-dessus d'Aave Compound. C'est aussi leur plus gros utilisateur. Puis on se pose la question, est-ce que si on utilise Aave, pourquoi on n'utiliserait pas Morpho? Quand est-ce que j'utilise Aave dans ce cas-là? Oui, c'était une très bonne analogie, la chenille dans la pomme. Ouais, voilà, c'est que pour le moment, Aave, c'est la pomme. C'est ça. Et la chenille, aujourd'hui, ne réussirait pas à survivre sans la pomme. C'est ça. C'est vraiment une analogie qui est faisable. Maintenant, je tiens à le mentionner quand même, avec énormément de respect quand même pour Aave. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a été adversarial. Je tiens à le mentionner parce que des fois on essaie de détourner un peu ce qu'on essaie de dire. Ouais. Mais nous on a une approche très neutre dans le sens où on n'est pas du tout adversarial ni friendly d'ailleurs avec Aave Protocol. On cherche juste ce qu'il y a de mieux pour les utilisateurs, quoi. Les meilleurs taux possibles. Il se trouve que Morpho Optimizer c'était une manière pour nous d'offrir des meilleurs taux aux utilisateurs. Mais voilà, après 2 ans, on trouve trop de limites. Des limites de scalabilité, de trust assumptions, où en fait, on fait de moins en moins confiance à la base layer sur laquelle on construit pour plein de raisons qu'on pourra aborder, et aussi donc scalabilité, trust et efficacité, où aujourd'hui les taux sont pas très bons, la capital efficiency est pas bonne, le levier qui est permis est pas assez important, et en fait on est arrivé à un stade où on pense que on est mieux de construire nous-mêmes la suite de ce protocole de lending parce que voilà peut-être qu'on avance plus vite et qu'on a une vision qui est très différente. La manière dont on décrit Aave maintenant, dont on pense à Aave, c'est comme un fonds décentralisé. Pour moi, Aave, c'est un hedge fund, un broker qui met en relation prêteur et emprunteur à la sauce TradFi, mais décentralisée, avec une infrastructure qui est open, leur code est open source. Donc quand on a un broker, donc un broker c'est un intermédiaire qui permet une opération financière entre 2 parties. En TradFi, c'est closed source, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment il fait son micmac, mais il fait un micmac, il a des serveurs et un modèle quant, donc il fait des maths quoi, pour s'assurer que tout va bien. Aave, c'est la même chose, sauf que tout ça est ouvert et transparent, et c'est déjà une super upgrade par rapport au système traditionnel, où en fait, à la place d'avoir un serveur, on va avoir un smart contract, et à la place d'avoir un modèle quant, on va avoir les risk parameters d'Aave, quoi. Et en fait, nous, on pense que
que ce modèle est bien, mais c'est juste un fonds décentralisé. On pense qu'il y a une autre approche qui est possible, qui est celle des protocoles, quoi. Donc, c'est ce que tu décrivais est-ce que tu décris dans ton c'est article. Et la nuance importante que j'ai notée dans ce que tu t'expliquais, c'est que aujourd'hui, le modèle actuel est peut-être trop flexible encore par rapport à la gouvernance et par rapport à ce qu'on peut venir modifier avec éventuellement ou pas des biais sur le protocole, alors que quand tu descends à un niveau inférieur à la base sur le protocole, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus indépendant. C'est ça. Rigide, mais beaucoup plus indépendant. Exactement. En fait, il y a l'idée que le broker décentralisé, dans le cas de AAV, il permet une expérience qui est très passive. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise AAV, je dépose mes fonds, je trust le smart contract pour bien manipuler mes fonds et je trust la DAO pour qu'elle entretienne bien mes fonds, qu'elle manage mes fonds correctement. Et c'est super sur le plan user experience parce que j'ai rien à faire. C'est managé pour moi. Il se trouve que derrière, les gens ne sont pas forcément au courant, mais il y a plus de 500 paramètres de risque différents dans le protocole AAV qui sont updatés tous les jours. Donc tous les jours, il y a des proposals sur le forum de AAV, etc. où on dit « Oh tiens, et si on changeait ce paramètre de 93 à 94% ?» et tout le monde approuve à 100%. et on update ce modèle. Et en fait, il y a ce modèle, tout le monde y subscribe, quoi. Donc tous les utilisateurs s'accordent à dire « Ok, je suis d'accord pour poursuivre ce modèle ». Sans forcément, c'est un peu, voilà, en tant qu'utilisateur, on comprend la complexité. pas trop, ouais. Mais c'est un avantage qui est la passivité. Les désavantages, et il y en a plusieurs, le premier, c'est quand même une grosse trust assumption. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que la DAO va bien faire son travail. Sauf que la DAO, c'est qui? C'est des token holders. Les token holders, ils n'ont pas forcément des PhD en risk management, qui sont des notions qui sont très complexes, notamment dans des structures aussi complexes qu'AAV. On parle de 500 paramètres, c'est vraiment beaucoup. Donc, ils font appel à des entreprises privées. Donc, dans le cas de AAV, le plus connu, c'est Gauntlet, qui propose ces paramètres. Sauf qu'en fait, Gauntlet, pour des questions de business model, ne révèle pas comment il calcule ces paramètres. Donc on arrive à un peu une situation bizarre où tous les jours Gauntlet dit mettez à 95% ou à 93% et tous les AV token holders font bon, d'accord. S'il le dit. Et s'il le dit, j'approuve. Et c'est quand même assez fou d'en arriver là, dans le sens où on trust complètement. Alors maintenant ils sont deux, il y a Chaos et Gauntlet, mais ils vont se dire voilà. Il y en a un qui propose ça, l'autre qui propose ça, mais on n'a aucune idée en fait de comment choisir parce qu'on n'est pas compétent en tant que token holders pour le savoir, quoi. Personne ne sait gérer 5 milliards de dollars, quoi. Je veux dire, c'est une science en soi, quoi. Faut que les gens comprennent bien. Du coup, là, c'est vraiment les paramètres et puis vraiment toutes les subtilités du protocole AAV et de comment il fonctionne, si je bloque par exemple X de USDC ou X d'Ether, combien je vais pouvoir emprunter par exemple de DAI, si mon collatéral baisse de X%, je vais me faire liquider, combien est la prime de liquidation. En fait, c'est tous ces petits paramètres, tout ce rouage là, toutes ces petites roues dentées qui s'embriquent les unes dans les autres et qui fait que AAV à un moment donné, vous réussissez à arriver avec des cryptos et à repartir avec. Et ça fonctionne et ça tourne. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de complètement c'est pas automatisé. Et c'est ça, autonome. Et c'est vrai qu'il y a ce mythe de la DAO. C'est une DAO, un code qui tourne tout seul sur un serveur décentralisé qu'on appelle Ethereum. C'est de ce que tu nous expliques, c'est pas tout à fait le cas. C'est ça, ouais. Il y a quand même une action humaine assez importante. Ouais, complètement, même qui est très importante parce que il s'agit de vraiment une proposal tous les jours, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, on vient update le code de AAV. C'est vraiment un fonds décentralisé, un broker décentralisé. Et ça fait quoi un peu géré par Gauntlet. Ouais, géré par... Non, pas que par Gauntlet, parce que c'est proposé par Gauntlet, approuvé par AAV. Maintenant, voilà. Mais aujourd'hui, dans les faits, soyons... Aujourd'hui, dans les faits, tu regardes, la plupart des gens ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne et du coup, ils votent positivement. Après, est-ce que si ça commençait à dévier de son objectif principal, on aurait la possibilité de rectifier le tir et de dire non, en fait, Gauntlet, je te mets de côté parce que tu n'es plus forcément aligné avec les intérêts de AAV. Mais aujourd'hui, dans les faits, c'est quand même le cas. C'est ça, bien sûr. Puis il y a tout un tas sans rentrer dans les détails, mais je sais que par exemple, Gauntlet ont un fonds de sécurité où si on vote contre leur proposal, ils n'auront pas à payer en cas de dommages pour le protocole. Enfin bref, il y a vraiment un jeu d'incentive qui n'est pas clair. Pourquoi le token holders qui, et pas forcément le plus knowledgeable sur risk management vote, pourquoi Gauntlet, ils cachent leur business model parce qu'ils n'ont pas envie de leurs compétiteurs, sachent comment ils font, sauf que d'un autre côté, on voit des Chaos Lab, qui est un compétiteur de Gauntlet,
Ils arrivent et ils disent « Ah, Gauntlet vous propose 90, vous voudriez plus. Nous, on vous propose 95 et on vous demande 2 fois moins. » Et là se pose la question, comment la AAV DAO fait pour choisir? Ils vont voter Gauntlet parce qu'ils ont envie de plus de levier. Chaos parce qu'ils ont envie de plus de levier et de payer moins cher. Mais à quel point c'est autant de qualité que ce que Gauntlet fait, on ne sait pas. Il se trouve que quand on fait les calculs, rétrospectivement, nous on les a fait de notre côté. D'ailleurs, on va sortir un papier sur tout ce travail. Il y a quand même un jeu d'incentive où Chaos veut récupérer du business par rapport à Gauntlet, donc sont prêts à faire prendre plus de risques au protocole pour aller dans le sens des token holders. Bref, ce jeu d'incentive est vraiment pas clair et imparfait, quoi. Je veux dire, ça me fait penser aux agences de notation. C'est vraiment avec ces conflits d'intérêts, tu vois, avec Standard Poor's ou Fitch ou des choses comme ça qui arrivent et qui disent je te donne le triple A parce que si tu me le donnes pas, je vais au bout de la rue chez ton concurrent, quoi. Exactement. Et c'est rigolo, j'avais jamais pensé, mais il y a beaucoup de similaires, quoi. Et voilà. Je pense que ce modèle est imparfait. Sur le plan du risk management, c'est un gros take, mais il n'y a pas que ça. Parce que AAV est une pool de liquidité dans laquelle on mélange tous les assets, il se trouve que ça va réduire l'inefficacité globale du protocole. C'est-à-dire que c'est un protocole qui essaye de faire beaucoup de choses en même temps. D'ailleurs, nous, on préfère l'appeler une plateforme et un broker décentralisé parce qu'il y a plein de features. Le code, il est gigantesque. Le code de AAV, il est vraiment très, très grand. Et donc... il se trouve que quand on sélectionne ces fameux paramètres de risque, on doit toujours considérer le pire des assets, quoi. On ne peut pas faire le mieux du mieux. On n'est pas en mesure d'optimiser tout. On doit faire des compromis parce qu'on fait plein de choses en même temps. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas primitif et on n'est pas efficace. Mais on arrive à rassembler tout le monde au même endroit. Et ça, c'est fort. Et c'est la grosse force d'AAV, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à agréger toute la liquidité sous un même profil qui manage de manière décentralisée. Voilà. Et donc voilà. Et nous, on pense que ce modèle a ses limites en termes, donc, je disais, d'efficacité, de trust, parce qu'il faut faire confiance dans Gauntlet et compagnie. On n'a pas parlé de smart contract, mais c'est un énorme sujet aussi. Parmi les 3 protocoles de lending, à part Morpho, il y avait Compound, AAV et Euler. Euler, malheureusement, a introduit un bug en upgradant leur smart contract. Ils se sont fait auditer, et pourtant ils se sont fait hacker 200 millions derrière. Compound a eu un nombre d'incidents en production qui est phénoménal. Je crois qu'on s'approche du 5-6, quoi, voilà. Et AAV à plusieurs reprises fixe des bugs en prod, quoi. Donc le dernier, c'était, je crois, il y a 1 mois et demi sur Polygon où ils avaient 120 millions de dollars de bugs. Ils ont été obligés de poser le protocole et l'upgrade et le modifier, etc. Donc voilà. On se pose la question vraiment, nous en tant que builder sur AAV Compound, de combien de temps encore, combien de cheveux blancs il faudra pour les DAO members afin de faire en sorte que ça continue. Et en fait, on ne se retrouve pas dans cette vision de la DeFi open, résiliente et efficace qu'on a envie de construire dans la DeFi. Je pense que c'est un modèle qui est très bien pour bootstrapper le landing et rendre transparent un peu plus ce qui se passe dans un broker. Mais il ne sera pas capable de supporter l'entièreté de la valeur financière du monde. Donc les fondations ne sont pas là. Pour toi, les fondations ne sont pas là. Exactement. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que de base même dans le protocole, comme je disais, il est incomplet, quoi. Il y a vraiment un component complet qui est géré à l'intérieur. Le risk management est géré à l'intérieur par la DAO parce qu'on n'a pas su le mettre dans le code, quoi, d'une certaine façon. Alors, quelle est la solution? Où est le papillon? Alors, où est le papillon? Bon, déjà, il y a plein d'approches différentes. Il n'y a pas que nous ce qu'on fait. Il y a récemment un protocole qui s'appelle Ajna, qui est une autre approche du lending, qui est un protocole complètement immuable, où ils reconstruisent un oracle à l'intérieur du protocole, où ils essayent de tout internaliser dans le protocole, tous les components. Et donc ça fait un système qui est très très complexe, mais qui a le mérite d'être indépendant de tout. Donc sans gouvernance aussi, si je me trompe pas, sur Ajna. Sans gouvernance, sans oracle. Comme un peu Liquity. C'est ça, il y a un peu l'idée. Alors, Liquity est un oracle quand même, si je dis pas de bêtises. Et donc, pour nous, il existe une autre approche du broker décentralisé qui va vers des protocoles qui sont plus complets, donc qui n'ont pas besoin de gouvernance pour opérer correctement. Et ces protocoles sont plus primitifs. Et sont plus, on aime bien le mot unopinionated, donc plus neutre, dans le sens où le protocole ne fait pas de choix pour l'utilisateur.
Le meilleur exemple de ça dans le DeFi space, c'est le protocole qui fonctionne le mieux au monde, c'est Uniswap. Uniswap, c'est un morceau de code dans lequel tout le monde peut avoir pleine confiance et qui permet à tout un chacun de faire un seul truc, mais qui le fait extrêmement bien, à savoir trader des tokens, quoi. Swap tokens, quoi. C'est vraiment juste le purpose d'Uniswap. C'est très, 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 très précis. Et réduire le scope, on en reparlera dans un instant, mais réduire le scope d'action qu'on cherche à performer, c'est une bonne manière de réussir à ossifier un protocole. Dans le cas du lending, c'est clair que rendre AAV immuable, c'est un peu du suicide, quoi, parce que la macroéconomie change tout le temps, les paramètres, il faut les changer, sinon le protocole se fait avoir. La codebase est tellement large que, forcément, on va avoir envie de l'upgrade. Et puis il y a une surface, la fameuse surface d'attaque, qui est une complexité qui est impressionnante, quoi. Ouais. Alors que Uniswap, à l'inverse, on peut, n'importe qui, bon j'exagère, mais on peut assez facilement lire le code et se convaincre qu'il n'y a pas de bug, tellement c'est primitif, quoi. C'est-à-dire que, il y a tel invariant, tel truc, on est à peu près confiant sur le fait qu'il n'y aura jamais un seul bug dans Uniswap, quoi. Et je pense que c'est une approche qui est fondamentalement différente. Dans un decentralized broker, ça ressemble beaucoup à l'entrepreneuriat traditionnel, produit orienté, feature orienté, itération, upgrade, itération, feature, code base qui est assez large, passivité de l'expérience utilisateur, etc. À l'approche protocole, c'est tout l'inverse, qui est ultra primitif, pas trop facile à utiliser, quoi. LP sur Uniswap V3, c'est super dur. Faut vraiment être expert. Mais très général, très unopinionated et très trustless. Et en fait, le bon parallèle pour moi, c'est les protocoles informatiques classiques, donc HTTP, SMTP, qui sont ni plus ni moins que ça. Donc c'est un scope très précis, résolu par un algorithme très simple, qui agit un peu comme un common ground entre deux parties. Donc dans le cas de Uniswap, c'est les swappers et les liquidity providers. Dans le cas d'HTTP, de IP plus simplement, c'est d'un côté les serveurs, de l'autre côté les applications, qui par une exécution très primitive va connecter tout le réseau, quoi. Donc j'ai l'impression d'entendre Gilles Cadignan me parler de Bitcoin, qui est beaucoup dans cette approche protocolaire de très simple, Bitcoin d'abord, ensuite on construit au-dessus, etc. Mais je comprends ça, tu designs la roue et ensuite tu essaies de construire une voiture dessus, mais il faut d'abord la roue, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça, et il y a aussi le fait qu'il faut réduire à un problème extrêmement simple à résoudre, et ensuite... Donc, certes, ça sera indigeste. Certes, c'est indigeste de LP sur Uniswap V3 et seul un expert peut le faire, quoi. Mais derrière, on va avoir des experts qui vont reproduire ces expériences de LP pour les utilisateurs. Donc, des experts qui vont LP à la place des autres. Donc, liquidity provider. Liquidity provider, ouais. Pardon. Et c'est la manière d'obtenir le swap le plus efficace, c'est d'avoir ces marchés compétitifs, ces primitifs plus complexes, etc. Donc, c'est pas forcément plus naïf d'être plus primitif. Au contraire, ça demande plus d'interaction de la part de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va remettre beaucoup de complexité sur l'utilisateur. Ça fait l'assumption que l'utilisateur est plus professionnalisé, mais ça rend le service rendu plus efficient. Et on voit, je suis parti beaucoup dans les concepts, dans l'abstraction, mais un exemple peut-être plus concret, c'est Airbnb, où le case classique d'Airbnb, c'est j'ai besoin d'un logement, je vais me rendre sur l'application, etc. Puis on voit de plus en plus qu'il y a des professionnels, en fait, qui vont gérer un portefeuille de logements sur Airbnb et qui vont optimiser tout ça et qui vont provide du service on top de Airbnb pour abstraire encore plus l'expérience Airbnb des utilisateurs, où ça va se retrouver dans des... On en est l'exemple parfait, quoi. Ah, okay, voilà. Et donc il y a toujours dans les multi-sided markets, il y a toujours une étape de professionnalisation progressive des parties et de layerisation, quoi. Et on pense que nous, le but, c'est d'avoir l'accord primitive qui est la plus efficace possible, la plus résiliente possible, la plus open possible, et on top, reconstruire les layers d'abstraction pour se retrouver avec des expériences comme AAV, Compound. Donc si je comprends bien, c'est de revenir vraiment au protocole de base, de créer le protocole, genre le langage que parlera tout le monde pour faire du prêt et de l'emprunt dans la finance décentralisée, quoi. Le SMTP du prêt et de l'emprunt. Exactement, c'est exactement ça. Faut que ça soit suffisamment
primitif et unopinionated pour pouvoir parler à tout le monde, pour pouvoir avoir un maximum de personnes qui sont compatibles et du coup se retrouver avec cette espèce de base layer core primitive. Encore une fois, être compliqué à utiliser, mais là où toute la liquidité va finir par arriver, quoi. Donc, t'auras pas forcément là besoin, par exemple, d'un token, de vote, etc. Parce que ce protocole-là sera figé, ossifié et relativement mature. Enfin, et s'updatera à la manière d'un HTTP, C'est ça, il y a TCP/IP, V1, V2, exactement, V2. Et en fait, c'est plutôt la communauté qui reconnaît la supériorité technique, la correction d'un bug, etc. et qui upgrade, mais il n'y a pas besoin d'un vote et d'initiative économique. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même un intérêt à avoir du token voting et d'un token sur certaines décisions qu'on n'arrive pas à mettre dans le code. Il y a certaines décisions, donc dans le cas de Aave, il se trouve que c'est le risk management qu'on s'est dit on va donner ce job-là aux token holders. Dans le cas d'Uniswap, c'est le fee switch par exemple. Le fee switch, c'est une action qui est politique, qui a des implications légales, qui a des implications économiques. C'est l'activation des frais, c'est ça ? Pardon, oui. L'activation des frais sur Uniswap, donc le bouton qui dit... ça devient payant, les gars. Ça devient payant Uniswap. Aujourd'hui, qui n'est pas activé. Et c'est pas donc Uniswap est un protocole qui est immuable. Un des seuls components, c'est pas le seul, mais un des seuls components qu'on peut modifier dans Uniswap v3, c'est appuyer sur ce bouton d'activation des frais. Il se trouve que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans le code directement. Il faut un processus de décision qui relève plus de l'humain et du consensus, quoi, pour aboutir à cette décision. Donc on pourrait se dire, on met quelqu'un qui décide, mais là c'est centralisé. Donc on pourrait se dire, on met un multisig, c'est moins centralisé, mais ça reste quand même quelques personnes. Donc du coup on se dit, on met un token. Et pour moi, le token, c'est ni plus ni moins qu'un multisig très décentralisé, quoi. Qui intervient là où il y a des actions que le code lui-même n'est pas capable d'automatiser. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup de founders devraient... humblement, je pense que c'est vraiment la bonne manière de penser au token, quoi. Après, il y a tout l'aspect financier, voilà, incentivisation, etc. Mais je parle purement fondamentalement la valeur qu'apporte un token à un protocole. Ça va pas forcément beaucoup plus loin. Il faut pas forcément chercher à créer une valeur à partir de ce token s'il n'en apporte pas forcément. Il y en a une très claire dans la décentralisation de ces actions. Est-ce qu'un curve est déjà relativement... D'après toi, un curve est bien avancé dans cette direction protocolaire avec sa rigidité sur 100 ans, etc. Enfin, il y a certains... Ils veulent être justement la base... tout l'appui de tout ce qui est apporteur de liquidité dans tout ce qui est swap de stablecoin principalement. Comment tu les vois ? Est-ce qu'ils sont au même stade qu'Aave ? Il va falloir tout refaire Alors non, je pense que c'est vraiment très différent de Aave. Okay. Parce que voilà, ils ont... Parce que c'est les deux, pour moi c'est un peu les deux, c'est les deux piliers, quoi. T'as Aave pour prêt-emprunt, Curve pour tout ce qui est swap. Ouais, alors je pense que Curve cherche une place dans le space de DEX parce qu'Uniswap v3 a fait beaucoup de mal. Uniswap v3 a été vraiment extrêmement pertinent à tel point que on peut avoir sur des marchés de stablecoin des LPs parce qu'ils ont cette expressibilité. Alors certes, c'est très compliqué à utiliser de LP sur Uniswap v3. Sur Curve, c'est très simple, quoi. Genre, voilà, moi je le fais et c'est relativement simple. Mais parce qu'on a cette expressibilité supplémentaire sur les LP, ils vont être capables d'avoir des niveaux d'efficacité plus importants et de reproduire des courbes comme on a celles sur Curve, etc. Et voilà, les performances de Curve V2 ou de Curve V1 par rapport à Uniswap V3, voire même V2, ont pas, en tout cas, ont pas été exceptionnels, quoi, sur l'année dernière. Et je trouve que la place que Curve a essayé de prendre sur l'année dernière, notamment avec Curve V2, c'est celle de la passivité. À savoir, OK, Uniswap V3 se professionnalise, nous, on sera le protocole qui, à l'intérieur, va faire le management pour les utilisateurs. Donc, du coup, je trouve que ça fait comme sens en termes de position. Enfin, c'était intéressant comme stratégie, mais il se trouve que, voilà, in the end, Uniswap, voilà, une part de marché importante. Alors, certes, ce que Curve claim tout le temps, c'est qu'ils ont la même TVL qu'Uniswap. Sauf que Curve émet je ne sais combien. Uniswap ne fait pas de liquidity mining, quoi. Alors que Curve, toutes les semaines, ça envoie des quantités immenses de liquidity mining, voilà, qui sont vraiment très importantes.
Donc la vision pour Morpho, on a, je pense, relativement bien expliqué le problème. Enfin, tu as analysé la situation actuelle. C'était votre objectif d'aller résoudre et d'apporter une solution à cette problématique. Ça va prendre combien de temps? 10, 15 ans? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler dessus? Est-ce que c'est trop tôt? Comment vous positionnez? Ça fait 9 mois qu'on travaille sur notre prochain protocole, déjà. On prend notre temps. Voilà, c'est fondamentalement un exercice très différent de celui de faire une plateforme decentralized broker, parce que c'est pas un software Web 2 qu'on va pouvoir upgrade, qu'on va pouvoir changer, etc. Il faut vraiment penser chaque changement dans le protocol design et le software development, c'est vraiment étrangement très différent. Là, on fait vraiment une infrastructure sur laquelle potentiellement on pourrait accueillir des centaines et des centaines de milliards de dollars. Donc il faut la penser de bout en bout. Les cycles de développement sont longs, on n'a pas tant de chances que ça d'y arriver, quoi. Donc c'est soit cette version est pertinente, soit celle d'après est pertinente, et après on n'a plus de runway et on meurt, quoi. Donc on prend vraiment notre temps pour faire les choses bien. Et voilà, je pense que... Vous êtes combien à travailler dessus? Parce que là, au CAM, tu nous annonces que vous êtes en train d'essayer de concurrencer AAV, quoi. Ouais, alors... c'est comme si quelqu'un disait... Alors en fait, moi, je vais lancer une marque de voiture qui concurrence Mercedes, quoi. Non, c'est sûr. C'est du niveau de... Enfin, j'allais pas dire, c'est pas niveau SpaceX, mais c'est quand même très, 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 très ambitieux. Ouais, bien sûr. Bon, déjà, le premier point, c'est qu'avec Morpho Optimizer en tant que tel, on est déjà, certes, on top de AAV, mais voilà, on se partage le marché quelque part, parce que tout le volume qui est en pair à pair sur Morpho Optimizer, donc tout le volume qui est optimisé est en dehors de AAV. Il se trouve que Morpho Optimizer, c'est 1 milliard de dollars, et que AAV, c'est 5 milliards de TL, quoi. Donc on est déjà sur des montants qui sont très comparables. Vous avez prouvé que vous saviez à peu près ce que vous faisiez. On est un bon challenger, et voilà, et AAV le reconnaît. Encore hier, j'ai passé la soirée à discuter avec eux, et c'est nous, notre... Pardon, rappelle-moi la question initiale. Par rapport à la collaboration et cette vision que vous avez sur Morpho, et combien de temps ça va prendre, et voilà. Alors, quelles sont un peu les étapes dans ce processus? On a commencé à en parler publiquement du fait qu'on travaille sur un autre protocole, parce qu'on est assez confiant des conclusions qu'on a aujourd'hui, de la vision qu'on a. Voilà. Je pense que j'ai parlé avec énormément des plus gros thinkers, des plus gros penseurs du space, quoi, en Web3, en DeFi et compagnie. Et c'est vrai que les 2 dernières années ont été assez mortes en termes d'innovation et compagnie. Et ils sont l'air tous assez convaincus par les approches qu'on prend et la vision qu'on prend. Ça ne veut pas dire que ça va marcher forcément, mais une chose est sûre, c'est que ça sera très différent de AAV dans tous les cas, comme approche. Ça ne sera pas directement compétitif, du moins initialement. En tant que primitive, on n'a pas la même proposition de valeur qu'un protocole. En tant que protocole primitif, on n'a pas la même proposition de valeur qu'un broker décentralisé qui propose une UX complètement passive à ses utilisateurs, etc. Donc, est-ce que les rôles vont s'inverser dans le futur? C'est-à-dire que... C'est une bonne question. Demain, AAV s'appuiera sur Morpho X ou Morpho Y ou je ne sais quoi, alors que c'était l'inverse il y a encore quelques mois? C'est une très bonne question. C'est plus comme ça qu'on voit les choses, en effet. On pense que toute l'infrastructure, toute l'ingénierie, parce que les gens ne le voient pas, mais derrière AAV, il y a une ingénierie qui est phénoménale, justement pour update ses paramètres, vérifier les upgrades, etc. Et des travailleurs de l'ombre dans la AAV DAO qui sont pas assez reconnus à mon avis. Tous ces gens, pardon, rappelle-moi encore une fois la question. Est-ce que ça sera AAV qui va s'appuyer sur Morpho dans le futur? Ouais, c'est ça. En gros, on pense que toute cette infrastructure, elle sera réutilisable pour justement permettre à des gens qui sont plus professionnels d'utiliser les primitives que nous, on construit pour reconstruire des expériences passives, mais sous forme de layer cette fois. C'est-à-dire qu'avoir une core primitive qui, elle, est pure, extrêmement efficace, et au-dessus reconstruire les expériences passives. Et il y a l'expérience passive de AAV, mais après on peut avoir aussi
l'expérience fiat, de plus en plus retail, de plus en plus managé, de plus en plus abstrait. Et c'est comme ça, de notre point de vue, avec une primitive au corps qui est très efficace, très résiliente, très ouverte, qu'on arrive à reconstruire le système financier traditionnel et être plus compétitif. C'est pas avec un monolithe gigantesque qui fait tout et qui update tous les jours ses 500 risk parameters pour accueillir tous les fonds du monde. Pour moi, c'est fondamentalement pas scalable et très risqué. Et je préfère l'approche inverse où en mode on fait la core primitive parfaite et au-dessus, petit à petit, on construit les layers qui nous amènent jusqu'à l'utilisateur final qui ne sait même pas qu'il utilise la crypto derrière. Justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que vous êtes en train de reconstruire ou de construire une finance accessible, neutre, transparente, vraiment qui a comme objectif et comme user monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce que vous êtes en train de reconstruire la tuyauterie de la finance pour les grosses banques et des grosses entités qui vont ensuite se brancher sur ces moteurs et eux construire des services qui donneront accès à Madame Michu avec peut-être un taux d'emprunt XYZ, mais quelle est ta vision là-dessus? Ça me fait penser à des discussions avec certains bitcoiners qui, oui, non, hyper-bitcoinisation, est-ce que tout le monde aura ses clés ou pas? Enfin, tu vois, quel sera le niveau d'abstraction et à quel point la technologie sera utilisée directement par le end-user? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Au niveau de la DeFi, en tout cas. Moi, je vois vraiment sous le forme de stack. C'est-à-dire que la core primitive, encore une fois, très complexe à utiliser, que pour les professionnels. Pourquoi? Enfin, il n'y a pas aucune restriction. C'est-à-dire que n'importe qui a le droit de le faire, comparé à la TradFi. C'est-à-dire qu'il y a certains marchés en TradFi, il y a 10 banques qui ont accès, à peine 10 acteurs, et c'est des marchés cette ouverture, c'est ça. Tout le monde peut utiliser SMTP. Tout le monde peut l'utiliser. Ouais. Voilà, exactement. Tout le monde peut utiliser SMTP. Voilà. Mais selon le persona de l'utilisateur que je suis, je vais topper la 7e layer d'abstraction ou la 4e, ou directement le truc très, très compliqué à utiliser. Ouais. Et ce qui est beau dans ce format de stack, c'est qu'on peut avoir énormément de personnalisation selon les personas, selon la passivité que j'ai envie d'avoir. Et je pense qu'il faut reconnaître le fait que quand un utilisateur est passif, fondamentalement, ce sera moins efficace que quand l'utilisateur est actif. Je veux dire, c'est un principe mathématique de base où on n'arrivera jamais à... Et c'est un truc que j'ai découvert en travaillant dans la DeFi. J'avais un peu cette illusion au début de dire... Wall Street aura accès exactement aux mêmes services que quelqu'un qui n'a pas, qui est encore mal bancarisé, et que c'est une ouverture totale et une équité totale. Mais en fait, ça fait pas de sens parce que il se trouve que l'ingénierie financière apporte de l'efficacité. Un utilisateur qui est pro, si l'architecture est ouverte, il va apporter de l'efficacité à l'entièreté du système. Et c'est ça qui est beau, c'est que maintenant que c'est ouvert, l'utilisateur qui est pro, il peut pas prendre ses frais que pour lui. Il va être en compétition dans la stack avec d'autres acteurs. Et il va être obligé de réduire ses frais et permettre, in the end, à avoir l'utilisateur final non bancarisé, qui a accès aux services financiers avec le cut minimal. C'est-à-dire que oui, je serais payé pour faire de l'ingénierie financière et faire du trading haute fréquence. Et le trading haute fréquence, c'est très critiqué. J'étais le premier à le critiquer il y a encore quelques années. Il se trouve que j'ai compris que c'était réellement utile. Ce qui n'est pas bien dans le trading haute fréquence de mon point de vue, c'est que c'est tellement opaque que les marges qui sont prises sont monstrueuses. Si maintenant on arrive à rendre tout ça ouvert et à tout modulariser, eh bien, il y aura de la compétition entre traders haute fréquence pour redistribuer. Et donc, du coup, ils seront juste payés pour amortir leurs coûts, plus marge raisonnable, qui de toute façon, ils seront en compétition ouverte, et faire. Et c'est le plus important. Ça m'intéresse. Le trading haute fréquence, en quoi c'est utile? Alors, le trading haute fréquence... Petite parenthèse. Ouais, non, c'est le trading haute fréquence, c'est pour moi ce qui a constitué à faire de la finance une image très négative pendant une dizaine d'années. Et je suis assez... je partage cet avis. Et il se trouve que, mon histoire personnelle, c'est que je me suis refusé à faire de la DeFi pendant 2 ans parce que j'étais allergique à tout ce qui touchait à la finance, parce que je trouvais que c'était trop autour de la spéculation, etc. C'est quand même l'ironie du sort maintenant de redéfinir peut-être les tuyauteries de la finance 4.0. Mais je me suis dit, j'ai l'intuition que le trading haute fréquence c'est mauvais. Je connais pas vraiment le trading haute fréquence. Je sais pas ce que ça implique, etc. Il se trouve que sur des marchés les plus connus, donc USD, euro, des paires, qui sont extrêmement actifs, où il y a énormément de trafic, il est sain d'avoir des arbitrageurs qui vont uniformiser les prix à la fois géographiquement entre les exchanges, etc., pour provide le prix le plus uniforme
à travers la planète pour tous les utilisateurs. Il se trouve que plus on a de haute fréquence, plus on va réduire les spreads pour l'utilisateur final. Ce qui est, je mets des guillemets, une bonne chose en théorie. En théorie, c'est bien. En pratique, ça a beaucoup de problèmes parce que l'infrastructure, elle n'est pas transparente. Et que voilà, derrière le trading haute fréquence peut se cacher tout un tas de manipulations, de cuts immenses, etc. Mais c'est sain d'avoir des utilisateurs complexes qui vont chercher à faire le meilleur matchmaking possible à la milliseconde près entre tous les acteurs du monde. Voilà. Parce que c'est des volumes qui sont tellement importants que même si l'improvement il est small, bah pour l'utilisateur final, ça peut avoir de l'intérêt, quoi. Donc c'est un... J'irai pas jusqu'à dire noble, certains disent que c'est une activité noble. Bon, voilà... Pas exagérer non plus, mais je veux dire, la théorie est saine. La théorie est saine. Maintenant, en pratique, ça a tous les travers qu'on connaît de la finance traditionnelle qui est opaque, etc., quoi. Oui, donc l'analogie est relativement bonne de vraiment, par exemple, en reprenant l'email, vous cherchez à développer SMTP du prêt et des emprunts, en gros, exactement. Et en gros, de permettre à des entreprises concurrentes de proposer le meilleur service à l'utilisateur final. Et ça sera l'UX de Google avec Gmail, l'UX d'Outlook, etc., qui seront connectés à ce protocole-là. Exactement, quoi. Exactement. Ouais. Et je pense aussi en termes de régulation, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que, heureusement, qu'on n'a pas incorporé des régulations à l'échelle de SMTP ou à l'échelle de HTTP. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois. Bien sûr qu'il y a certains mails qu'on ne peut pas envoyer avec certaines images ou certains sites auxquels on ne peut pas accéder à l'échelle d'une régulation. En tant que Français, voilà, je dois obéir à la loi française et il y a certains trucs que je ne peux pas faire. Évidemment, je ne peux pas acheter des armes ou des trucs comme ça. Mais heureusement que le protocole HTTP n'incorpore pas en son sein toutes les différentes régulations de tous les pays, parce que sinon ça serait déjà inimaginable en tant qu'objet. Donc c'est important d'avoir une base layer qui est neutre. C'est dans les layers du dessus, donc dans la fameuse stack dont on parlait, qu'il y a une stack de régulation dans les endroits où il faut être régulé, où on est obligé d'être régulé pour une raison X ou Y. Comme je le disais tout à l'heure, là les bitcoiners qui nous regardent disent mais il fait partie de la famille lui, parce que vraiment avec tout cet aspect de base neutre, de surcouche, etc. J'ai vraiment l'impression d'entendre un bitcoiner parler du protocole de base TCP/IP qui sera du coup le réseau décentralisé sur lequel on vient construire. Nous on parle beaucoup, enfin on parle d'Ethereum sur la chaîne, mais on aime beaucoup Bitcoin pour sa simplicité, cet aspect hors numérique et puis ça, comme tu parlais de simplicité du protocole, je pense qu'on le retrouve relativement bien dans Bitcoin, mais on est curieux sur tous les autres sujets, et c'est pour ça que tu es là, bien évidemment. Mais je suis curieux de t'écouter sur Bitcoin, justement, et comment tu vois Bitcoin dans l'écosystème, l'interaction avec Ethereum, voilà, ta réflexion, parce que je pense que tu as un peu réfléchi au sujet. Je t'écoute. Yes. Ouais, en effet, j'ai beaucoup réfléchi au sujet. En fait, j'ai fait mes études là-dedans, quoi, dans les technologies blockchain, layer 1, algo de consensus, etc. Et en fait, la première chose, c'est d'un point de vue purement ingénierie, ce que Bitcoin a réussi à faire quand on voit l'hystérique depuis les années 70 de l'algorithmique distribuée et comment les machines arrivent à se parler entre elles et arriver à un consensus. L'introduction de Proof of Work et la manière dont c'est agencé dans Bitcoin, c'est fabuleux. Franchement, sur le plan scientifique, c'est extraordinaire. Maintenant, il se trouve que le problème qui est résolu par Bitcoin, qui est un consensus dans un environnement permissionless, quoi, et asynchrone, c'est résolu par une méthode qui est extrêmement brutale. Et je pèse mes mots, c'est très brutal de demander... En fait, l'idée, c'est qu'on cherche à avoir un consensus sur un système qui est très complexe. Il y a des machines dans tous les sens. En fait, on n'a aucune hypothèse sur quelle est la forme de ce réseau. Ça peut être n'importe qui dans le monde qui a sa propre machine. Or, on veut que tout le monde se mette d'accord. Et il y a l'idée, c'est que ce réseau, il a une certaine entropie, donc tout le monde a une latence dans ses messages, etc. Et donc, l'idée de Satoshi, c'est de dire, on va calmer l'entropie de ce système, on va ralentir tout le monde, on va leur faire travailler, et vous allez faire une proof of work pour que n'émerge qu'une seule espèce de vérité de ce truc-là. Et il se trouve que calmer l'entropie d'un système aussi complexe, ça demande beaucoup d'énergie. Proof of work, ça demande une énergie qui est folle, qui est brute. Enfin, je l'avais jamais vu comme ça, c'est intéressant. Voilà. Et je trouve la solution très proof of concept, pour être franc, quoi. C'est que c'est vraiment
c'est très lourd, quoi. L'effort qui est demandé, etc. Alors, je connais un peu toutes les théories qui disent que pourquoi c'est censé être le end state, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y a une chose que je sais sur le software development et l'histoire de l'Internet, etc., c'est qu'on ne reste jamais sur ses idées initiales. Et c'est la science qui est comme ça. Tout évolue. Il n'y a aucun software qui arrête d'évoluer. Les softwares qui arrêtent d'évoluer, ils finissent par mourir. Et c'est pour ça que moi, j'encourage la communauté Bitcoin à faire évoluer les clés de chiffrement. Enfin, il y a tout un tas d'évolutions qui arrivent dans Bitcoin. Hein. Je ne dis pas que ça évolue pas, mais je pense qu'il faut... En blockchain, il y a un peu un autre poids dans la balance qui est la confiance. Donc, on a envie d'évoluer, forcément, mais d'un autre côté, on a envie d'être digne de confiance. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour ne pas devenir obsolète, quoi, sur le long terme, à tel point où on peut se poser de réelles questions d'utiliser Bitcoin versus une chaîne Proof of Stake qui maintenant, quand Proof of Stake aura 5-10 ans d'expérience, on pourra se dire, Proof of Stake, ça a tous ces avantages-là par rapport à Proof of Work. Certes, Proof of Work, ça a 20 ans, mais Proof of Stake, ça en a 10. Donc, finalement, est-ce qu'il y a un réel gain de confiance, quoi. Et voilà. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'ossification des protocoles de base, oui, c'est vrai. Est-ce que où est-ce que tu mets Bitcoin là-dedans? Parce que tout à l'heure tu nous parlais justement d'avoir un TCP/IP, éventuellement un morpho du prêt et emprunt qui viendrait s'ossifier et pas changer au final, vraiment rester le plus rigide possible. Alors pourquoi Bitcoin pourrait pas être ça de la valeur? Il y a un component qui est différent. Alors si ça tenait qu'à moi, et on va tout de suite voir le problème qu'il y a de cette approche, c'est je ferais une V1, une V2, une V3, etc. séparées, indépendantes. D'ailleurs, c'est l'approche que prend Liquity. C'est exactement, c'est ça. S'il y a des changements à faire, en fait, tu les fais, mais tu fais une V2, quoi. Donc on pourrait faire un Bitcoin V2 et dire voilà, je vais améliorer tel truc. Comme ça, je ne brise pas la confiance du système initial. Sauf que là, il y a un énorme problème, c'est le problème du hard fork. Pourquoi il y a ce problème? Il n'y a pas le problème en DeFi, enfin pas dans toute la DeFi. C'est parce que tout le monde est lié par quelque chose qui est le token. Pour moi, un stablecoin, l'approche du broker décentralisé comme un maker, elle est très bien. Elle est très bien parce que dans tous les cas, on peut pas donner plus de... Dans tous les cas, c'est une expérience passive qui est de « je hold le token à la fin ». Donc, on ne peut pas demander aux utilisateurs de maker de set leurs paramètres de risque, etc. Ce n'est pas la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est d'avoir le DAI dans les mains et tous les utilisateurs sont liés par ce DAI. Donc, à partir de ce moment-là, ça demande d'avoir une entité centrale, que ce soit un protocole comme Bitcoin ou que ce soit la DAO de maker dans DAI, etc. ou le smart contract dans Liquity qui vient manager le risque de ce token. Et c'est pour ça que la version protocole pure, telle que je la décrivais tout à l'heure pour le lending ou les DEX, s'applique pas aussi bien dès lors que tous les utilisateurs sont liés par cette expérience passive de détenir un jeton. Parce qu'on ne peut pas leur demander d'exprimer de la complexité, etc. Alors, il y a des approches où chacun a son propre stablecoin, etc. J'avoue que je ne suis pas hyper convaincu par ça, ou du moins je ne comprends pas assez bien. Mais voilà. Et c'est pour ça que, en tant que stablecoin, à titre personnel, je pense que le meilleur stablecoin décentralisé, pour l'instant, c'est Maker. Et pourtant, voilà, ils ne sont pas du tout ossifiés. Et ils reposent énormément sur l'USDC. Voilà, ils reposent énormément, de moins en moins, mais ils reposent énormément sur l'USDC. Voilà, le jour où l'USDC est tombé, on avait plein de DAI et on se sentit très bête. Mais donc voilà. Et donc, concrètement, je pense que selon les use cases, ça se prête différemment à une ossification ou pas. Je pense que je dirais que le point déterminant qui dit à quel point tu peux t'ossifier, c'est à quel point tu as des contraintes sur la passivité de tes utilisateurs, quoi. Il se trouve que, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand tu détiens un jeton, tu es un peu passif, quoi. Et tu es obligé de faire confiance à un système et c'est compliqué de le faire évoluer. C'est pour ça que, de la même manière que je préfère DAI à LUSD, même si, voilà, à titre personnel, j'ai dit LUSD parce que je trouve que c'est une réserve de valeur extraordinaire. J'ai une préférence pour le modèle d'Ethereum qui va aller vers l'innovation plus facilement que Bitcoin. Mais par rapport à
si Bitcoin tendait vers cet aspect hors numérique, voilà, monnaie d'internet qui appartient à personne, est-ce que un Ethereum, enfin de l'Ether, pourrait remplir cette fonction compte tenu du fait que tu dois en détenir pour devenir validateur, alors que fondamentalement, et on le voit dans les discussions aujourd'hui au niveau des régulateurs, la seule où il n'y a pas débat, c'est une matière première numérique, c'est Bitcoin, parce que rien que dans sa création, tu parlais d'énergie, de travail, etc., c'est ce qui se rapproche le plus d'une matière première. Yes. Alors que les Ether, dans son rôle d'ordinateur décentralisé, etc., pourquoi pas, mais tu vois, il y a plein de purposes différentes. Exactement. Est-ce que tu vois quand même un intérêt à Bitcoin, ou tu dis en fait, non, mais bien parce sûr. que quand on a interviewé certains, on en parlait juste avant, un Pablo, un Ulysse, et voilà, je pense que c'est la jeunesse qui parle, etc., de dire non, moi je travaille à fond sur mes protocoles et je vois pas forcément d'intérêt, enfin je comprends même pas les gens qui travaillent sur Bitcoin parce que c'est boring, quoi. Non, est-ce que t'es dans ce camp-là, ou tu dis comme certains, par exemple, je sais pas, on parlait avec Token Breeze par exemple, qui dit Bitcoin, c'est l'or numérique, c'est cool, c'est génial, mais il y a aussi d'autres trucs super intéressants dans l'écosystème crypto. Où est-ce que tu te positionnes? Il y a plusieurs questions sur l'aspect de est-ce que l'Ether pourrait être approprié pour une monnaie. C'est vrai qu'il y a ce sujet de l'Ether fait beaucoup de choses à la fois. C'est le Internet Bond, enfin le truc qu'on utilise pour utiliser Internet dans un monde Web3, aussi pour staker, c'est burner, enfin bon, bref, il y a tout un tas de mécaniques qui rendent son utilisation, disons, je dirais pas mauvaise, mais moins claire que Bitcoin en tant que monnaie. Pour autant, je pense que ça sera une des évolutions naturelles d'Ethereum. Alors, je m'avance énormément dans le futur. Hein. Ouais, c'est intéressant, c'est mais pour ça qu'on t'invite. je pense que Ethereum ne pourra pas rester avec un actif qui fait plusieurs choses différentes à la fois, parce que tout simplement, la version optimale, ce serait avoir 3 actifs, les 3 parfaitement designés sur chacun de leurs use cases, l'Internet Bond, la monnaie, etc., etc. Je pense que c'est plus... ouais, voilà, je pense que au court terme, donc d'avoir là, des proxys différents, c'est-à-dire tu aurais éventuellement une sorte d'actif numérique qui sert plutôt à payer les frais, une autre plutôt éventuellement comme monnaie, enfin bref. C'est ça, j'ai pas la solution magique en tête, mais on sent bien que ça a ses limites quand même dans Ethereum, que l'Ether peut pas tout faire à la fois, quoi, pour des raisons, bon voilà, c'est pas la meilleure monnaie au monde si ça fait aussi d'autres usages qui n'ont rien à voir avec de la monnaie, quoi, par exemple, c'est assez intuitif. Enfin, quoique. Et voilà. Ceci dit, de part, moi, ce qui me dérange le plus avec Bitcoin, c'est l'aspect innovation. Et aussi la dimension écologique. Alors, je sais qu'elle est discutable, mais bon, voilà, moi, j'ai un peu plus de freins par rapport à ça. À titre personnel, je ne détiens pas de Bitcoin. Je ne construis pas non plus de protocole sur Bitcoin. Mais je respecte énormément et la communauté et l'objet scientifique en tant que tel que je trouve exceptionnel. Enfin... Qu'est-ce que tu réponds à un Nicolas Canto qui était assis à ce micro et qui disait que en gros on avait déjà essayé la proof of stake, la preuve d'enjeu dans le passé, quand tu parlais de développement dans les années 70-80, enfin c'était les premiers essais, c'était un peu ça, genre les preuves d'autorité, etc. Et en gros la preuve de travail est venue résoudre la preuve d'enjeu, et là on est en train de refaire un tour de circuit. Pas d'accord. Je trouve dur parce que ça avait vraiment rien à voir, quoi. Genre le proof of stake maintenant et le PBS, etc. Enfin des années 80 et compagnie, c'est juste rien à voir, quoi. C'est vraiment un monde complet entre les deux technologies clairement, c'est pas comparable pour moi. Genre, ça s'appelait pas Proof of Stake, il y a une raison, c'est parce que c'était quand même très différent. Ouais, je ferai juste pas la comparaison parce que pour moi, c'est juste deux choses qui n'ont rien à voir, quoi. Et il n'y a pas risque de, enfin, c'est la critique des bitcoiners de risque de centralisation, fameuse plutocratie. Ah oui, ouais, non, mais c'est bien sûr. Voilà. Il y a des, non mais enfin, pour le coup, genre, je veux dire, il y a un truc qu'il faut reconnaître à Bitcoin, c'est que Ethereum n'a pas du tout résolu tous ces problèmes, quoi. Là où moi je suis plus enthousiaste sur Ethereum, c'est que je crois dans la capacité à la communauté, le network effect qu'il y a de résoudre progressivement ces problèmes. Il y a une roadmap qui est claire et on devrait y arriver de mon point de vue. Moi, tu vois pas forcément. Certains ont le droit de ne pas y croire, quoi. Juste, voilà, Bitcoin, je trouve juste ça trop lent pour exécuter sur les problèmes de Bitcoin. Déjà qu'Ethereum, je trouve ça affreusement lent. Je pense que Ethereum est en train de construire un network effect qui est tel en termes de science, de VC,
de founders quoi, qui build sur Ethereum qui est monumental quoi. On a vu il y a 2 jours Celo qui a annoncé qu'ils fermaient leur chaîne pour aller faire une layer 2 sur Ethereum. Coinbase qui vont faire leur layer 2 sur Ethereum, BNB, enfin Binance, ils ont dit qu'ils allaient quitter leur chaîne indépendante pour faire une layer 2 sur Ethereum. Donc ça c'est plié pour toi, l'écosystème crypto, le match, la guerre des L1 qui étaient les grandes narratives même 2017, 2020, 2021, etc. avec des Cardano, avec des Solana, etc. Genre Ethereum killer, c'était même plus Bitcoin killer, c'était Ethereum killer. C'est plié ça, on arrête, c'est maintenant c'est la guerre des L2 qui arrive. Alors c'est compliqué à répondre parce qu'il y a tout un tas d'enjeux scientifiques que je ne maîtrise pas du tout, tu vois. Genre, je veux dire, Solana, ils ont une approche qui est très très différente, donc je ne saurais pas les comparer. Il se trouve que ce que le marché a l'air de dire aujourd'hui, ce que les builders, les founders ont l'air de dire aujourd'hui, c'est que Ethereum domine, mais très 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 largement l'endroit sur lequel tu vas innover, quoi. Je veux dire, cette vision qu'on a notamment avec OP-Stack, ZK-Stack, etc., qui sont donc la vision dans laquelle tu peux construire plusieurs layers 2 qui sont spécifiques. Donc, en gros, le gros argument qu'on avait à construire des applications spécifiques, des chaînes spécifiques pour des applications spécifiques, c'était que Ethereum n'était pas suited pour tel ou tel use case, qu'il fallait plus de centralisation pour certains use cases pour être plus efficace. Il se trouve que c'était plus intéressant de faire sa propre chaîne. Et donc maintenant on se dit on va avoir sa propre layer 2 qui va faire avec ses paramètres custom et une app spécifique rollup quoi. Et il se trouve que maintenant on arrive à avoir ces rollups qui se parlent entre eux même s'ils ont des paramètres différents. Donc il y a l'idée que on peut avoir des exécutions synchrones inter rollup, inter layer 2, pas atomiques mais synchrones dans certains cas quoi. Et on pourrait même avoir, je pars un peu loin, mais des interactions DeFi, CeFi sur des layers 2. Je pense notamment à Coinbase. J'espère qu'un jour, ils vont annoncer ça. Donc Coinbase qui a sa propre layer 2 sur Ethereum, qui utilise la stack de Optimism, donc, qu'ils appellent la OP-Stack. Et donc, toutes les layers 2 construits avec la OP-Stack ont la capacité à terme de communiquer entre elles si elles partagent le même séquenceur, donc le même outil qui vient déposer les transactions sur Ethereum. Et ça permet d'avoir de la synchronicité entre les exécutions entre les différentes layers 2, ce qui est fabuleux. Mais on pourrait imaginer que Coinbase vienne cloquer son séquenceur sur Base avec son centralized exchange. Ce qui fait que sur Coinbase, quand on trade seamlessly avec des market makers qui sont on-chain et off-chain. Et c'est le début de l'interopérabilité entre les infrastructures, TradFi et DeFi. Et ça, c'est... Voilà, à partir du moment où on commence à avoir ça, on va pouvoir aspirer vachement plus l'infrastructure traditional finance à l'intérieur de la DeFi. Bon, c'est purement hypothétique, je ne sais pas du tout s'ils travaillent là-dessus, mais ça pourrait être un très 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 gros master plan. Tu reviendras en parler. Une dernière question avant de te laisser partir. Est-ce qu'il y a une idée, quelque chose dont on parle dans l'écosystème, auquel tu crois ou tu ne crois pas, et qui est fondamentalement à l'inverse de ce que tout le monde pense? Alors, j'ai pas de take. Mon take sur le lending est assez opinionated, quoi, donc que j'ai élaboré tout à l'heure, à savoir que voilà, Morpho, ça a beau avoir grandi de 0 à 1 milliard en 1 an, ça doit être la plus grosse croissance des top protocoles DeFi de l'année dernière. On pense que c'est vraiment pas le bon modèle, le broker décentralisé, et du coup, il faut aller plus vers des protocoles, etc. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Je dirais, je trouve que c'est injuste la critique qui est faite du mot Web3. Je le trouve particulièrement pertinent parce que je vois vraiment la DeFi et tout ce qu'on est en train de construire comme une évolution naturelle du web dans lequel la donnée qui est échangée, c'est une donnée dans laquelle on peut avoir de l'ownership, de la valeur, et dans lequel les protocoles permettent de modifier, de faire interagir les différentes parties sur un espèce de common ground qui est le protocole. De la même manière, je vois vraiment SMTP, HTTP sur le même plan qu'Uniswap, quoi, dans un monde où le Web3, c'est à la fois mon email et à la fois de mes tokens. Pour moi, ça a la même place, ça doit être traité de la même manière, etc. Il se trouve que SMTP et HTTP et IP, tout ça, c'est souvent des États qui ont été derrière pour financer. Là, on peut pas trop financer avec des États parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, du coup, on se fund avec des tokens. Il y a l'idée qu'on own une partie du network et compagnie. Et ça, je trouve que c'est une narrative qui est profonde, qui est, je trouve, mal comprise. Et
qu'on met pas assez en valeur, quoi. Et les gens disent voilà, critique beaucoup le Web 3 bullshit. Genre c'est pas un bon terme, etc. Je pense fondamentalement que passer de read à read write à read write own, c'est l'évolution la plus naturelle, le paradigme shift le plus intéressant qu'on a depuis 20 ans, littéralement, dans le monde de l'internet, quoi. Et voilà, donc c'est pas un take nouveau, mais juste j'aimerais qu'on remette ça voilà, un peu au centre des débats, parce que je trouve que on lui donne pas assez de crédit à cette thèse. Merci Paul, c'était très intéressant. C'est cool d'avoir des gens qui vont pas forcément toujours dans le même sens. Tu vois, on reçoit beaucoup de bitcoiners, donc je pense qu'ils nous regardent et ils sont pas forcément d'accord, mais c'est ce qui nous permet de nourrir nos connaissances et de nous faire un peu, de nous challenger, de vous challenger. Donc merci. Et c'est ce qui fait quelque part la force de l'écosystème, cette capacité à avoir des divergences d'opinion. Tout à fait. Et de former des consensus. Et on verra dans 15 ans qui avait raison. On regardera l'interview. Merci Paul, à très bientôt. Ciao.